Je vais te montrer quelque chose d'embarrassant. Regarde ça. Ce vieil homme que tu regardes, ce type, c'est lui, Born King of England. le roi Charles III. Il s'écrase devant l'islam. Il se rend à la grande mosquée à Manchester ou ailleurs, je ne sais pas où, peu importe. Regarde-le. What an embarrassment. Déguisement de la honte nationale. Il s'écrase devant une religion qui essaie de détruire la sienne, l'Église dont il est le chef. Depuis 1400 ans. Bon, l'Église d'Angleterre n'existe pas depuis 1400 ans, mais l'islam existe depuis 1400 ans, et l'islam essaie de démanteler le christianisme depuis sa création. Ce type, le roi Charles, eh bien, je l'appelle Charles le cocu. Ça peut sembler un peu dur, mais ce n'est pas vraiment le cas. Je veux dire, si tu y réfléchis, c'est littéralement ce que ça veut dire. Il regarde sa religion se faire attaquer, se faire avoir par une autre religion, et il s'écrase devant ça. Quelle honte! Regardez-moi ça. C'est lui. Regardez-le. Mosquée centrale de Cambridge. Désolé, c'est bien ça. C'est là que tu es allé, à Cambridge, pas Manchester. Le roi Charles III. Tu sais quoi? Je révisais justement l'histoire anglaise. Tu connais le nom du roi pendant la dernière guerre civile anglaise du XVIIe siècle? Celui d'Oliver Cromwell? Il s'appelait aussi le roi Charles Ier. Le roi Charles Ier reste le seul monarque anglais à avoir été exécuté en public. Et ensuite, Oliver Cromwell, comme vous le savez, est devenu le dictateur de l'Angleterre. Je crois qu'il a appelé cela le Commonwealth d'Angleterre jusqu'à sa mort. Et puis j'oublie toujours son nom, le général Monk, le général Monk. Il a restauré la monarchie et il a ramené le fils du roi Charles Ier, le roi Charles II, puis il a restauré la monarchie. Et après cela, c'était dans les années 1680 ou quelque chose comme ça, et depuis, c'est le seul Charles. Il n'y a pas eu d'autres Charles entre-temps, d'où le roi Charles III. Le roi Charles Ier a été exécuté et Charles II ramené. Voici le roi Charles III. J'espère que l'histoire ne se répétera pas, car de nombreuses personnes, pas seulement les militants, le disent. Des personnes comme le professeur David Betts, expert universitaire. Il a dit qu'il y a une chance sur 5 que l'Angleterre traverse une autre guerre civile d'ici 2030. Une chance sur 5. D'accord. Et pourquoi cela? Pourquoi les gens sont-ils si en colère? Regardez ça. C'est pour ça que les gens sont en colère. Peut-on leur en vouloir? C'est une vieille vidéo, mais regardez ça. Non, c'est notre fou. J'ai oublié son nom. C'est notre folle. C'est une folle gauchiste woke. Oui, c'est arrivé quand il est venu en Australie, et il dit: Ce n'est pas votre terre, vous n'êtes pas notre roi. Elle fait semblant de l'être. Je crois qu'elle a environ 20% d'ascendance aborigène. Comment elle s'appelle? Mon Dieu, c'est cette attardée. Comment elle s'appelle? Oui, la sénatrice Lydia Thorpe. C'est Lydia Thorpe. C'est une sénatrice. La sénatrice Lydia Thorpe. Ne t'inquiète pas, elle est folle. Mais il l'a mérité. Tu sais quoi? Je n'ai aucun respect pour lui. C'est un soumis. Ce n'est pas un roi, Charles. Est un soumis, un cafard. Bref, j'écoutais notre ancien Premier ministre Tony Abbott, et il disait que toutes nos démocraties occidentales, surtout dans la sphère anglophone, l'Angleterre est celle qui a le plus de mal. Mais il a aussi dit ce que je dis souvent, que les grands pays trouvent toujours un moyen de riposter. Et je me suis dit, ben, tu sais quoi? C'est vrai. L'Australie n'est pas devenue aussi grande qu'elle l'est par hasard. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui doivent tourner en votre faveur pour que tout fonctionne. C'est pareil pour les personnes brillantes. Sans certains événements, elles n'auraient peut-être pas réussi. Mais dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de choses dans le caractère d'un individu qui font sa réussite. Et c'est pareil pour les pays aussi. Mon pays de naissance, le Pakistan, c'est un État failli. Vous savez, il a environ 80 ans maintenant. Oui, il a environ 80 ans. Et j'ai 42 ans.
Et j'ai grandi au Pakistan en entendant que, vous savez quoi, cette année, le Pakistan va se relever et rayonner. Mais ça fait 40 ans, comme je l'ai dit, que ça va plutôt mal, et il n'y a aucun espoir, vraiment. Ça n'ira pas bien. Il aurait de la chance d'atteindre son 100e anniversaire. C'est un État failli. Tout au long de son existence, ça a été un État failli. Je leur souhaite bonne chance. Je ne leur souhaite aucun mal. Bonne chance à vous. Mais quand on regarde des pays qui ont réussi comme l'Australie, la Grande-Bretagne, le Canada ou l'Amérique, la plus grande expérience de construction nationale, tous ces pays ont traversé beaucoup d'épreuves, mais ils en sont quand même sortis victorieux. Cela en dit long sur le caractère de ces pays. Mais ensuite, je pensais à la dernière guerre civile anglaise au XVIIe siècle. Et je me suis dit, tu sais quoi, Oliver Cromwell, il est devenu un dictateur. Tu sais, ce qu'il aurait dû faire, c'est que lorsqu'il a renversé le roi Charles, parce qu'il était un représentant du Parlement et que le roi Charles Ier ne voulait céder aucun pouvoir, il aurait dû agir différemment. Donc ça a mené à la guerre civile, blablabla, et puis il a fini par se faire tuer. Mais Oliver Cromwell aurait dû renoncer au pouvoir. Mais il ne l'a pas fait parce que le pouvoir est très séduisant. Il séduit les gens. Donc même dans l'histoire des grands pays, parfois on a de la chance. Par exemple, avec l'Amérique, on a vraiment eu de la chance. Je pense que beaucoup d'historiens sont d'accord pour dire que si George Washington avait voulu devenir roi, il serait devenu roi. Mais il ne l'a pas fait. Il a fait quelque chose que très rarement les gens font. Très rarement. Regardez autour de vous, même aujourd'hui. Vladimir Poutine, oui, il ne veut pas abandonner le pouvoir. Il sait que s'il lâche le pouvoir, il est mort. Donc les gens ne lâchent pas le pouvoir, surtout pas volontairement. Les gens ne font pas ça. Oliver Cromwell ne l'a pas fait. Il a fallu attendre sa mort. Mais George Washington a fait quelque chose d'incroyable. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi, vous savez, j'écoutais un historien américain et il disait cela. S'il avait laissé une ambiguïté dans le transfert pacifique du pouvoir, s'il n'avait pas été aussi ferme, concernant la Constitution des États-Unis, sur laquelle Thomas Jefferson a écrit, ou n'était-il pas favorable à ce document, ou bien s'il n'avait pas cru en la démocratie, s'il avait laissé la moindre ambiguïté, si quelque chose d'autre s'était passé un peu différemment. L'Amérique n'aurait peut-être pas été le pays qu'elle était devenue. À ce jour, la Révolution américaine reste la seule révolution réussie de l'histoire de l'humanité. Toutes les autres révolutions ont échoué. Donc oui, l'Amérique a fini par devenir l'un des plus grands pays du monde, mais nous avons quand même pris des risques ici et là. Nous avons eu de la chance. Maintenant, si vous venez en Australie, les premiers colons australiens avaient hérité de fortes valeurs britanniques concernant la démocratie. Saviez-vous que le premier journal australien, The Australian, était le premier journal indépendant du monde occidental? Désolé, je ne sais pas pour l'Amérique, mais en Australie, nous avons eu notre premier journal indépendant avant même l'Angleterre. Il était complètement indépendant. Nous avons hérité de certaines bonnes valeurs de la Grande-Bretagne, et nous avons laissé tomber d'autres valeurs. Bref, je m'égare. Mon point principal est, oui, les grands pays ont un caractère fort. Et ce caractère est souvent mis à l'épreuve. Et c'est pourquoi je crois que toutes nos démocraties occidentales traversent actuellement une épreuve. Nous avons des gens comme Cuck Charles, qui est complètement ignorant de l'histoire. Je veux dire, si quelqu'un vous dit que vous avez un cancer en phase terminale, comme nous l'avons dit à ces gens, que la Grande-Bretagne doit se réveiller. Ces gens que tu embrasses, ce ne sont pas tes amis. Ils veulent te renverser. Et puis, bien sûr, il y a 20 ans, le roi Charles était déjà une relique du passé. Alors peut-être que lui, tu sais, il a grandi dans les années 70, 80 et 90. Donc c'est quelqu'un qui a grandi différemment. Il avait des valeurs différentes. Le monde était très différent à cette époque. Mais ne penses-tu pas que toute ta civilisation est en jeu? Ne penses-tu pas que tu devrais peut-être demander un deuxième avis? Peut-être que toutes ces personnes, tous ces islamophobes qui te mettent en garde contre les dangers de l'islam, peu importe que tu aies cru jusqu'à présent que nous formions tous un seul peuple, que toutes les cultures se valent et que nous sommes tous pareils. Nous saignons tous de la même façon, blablabla. C'est ce en quoi tu as cru pendant très longtemps. Mais maintenant, de plus en plus de personnes essaient de te prévenir des dangers que l'islamisme impose. L'avenir de tout ton pays est en jeu. Tu as un pays qui a une histoire de 2000 ans. Tout cela est en jeu.
Peut-être que tu devrais demander un deuxième avis. Peut-être, tu sais, peut-être... Non, tu n'as même pas besoin d'écouter les islamophobes. Tu n'as même pas besoin d'écouter les extrémistes. Tout ce que tu as à faire, c'est écouter. Lise le Coran, regarde ça. Croyants, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Mais ici, nous avons Kuk Charles le troisième qui dit « Non, nous sommes amis. Viens me faire un câlin. C'est tellement embarrassant, n'est-ce pas ?» Écoute ce discours pathétique de sa part. C'est comme un chien rejeté qui a été abandonné par son maître qui ne veut plus de lui, mais ce chien remue encore la queue et dit « S'il te plaît, aime-moi en retour. Écoute ça. Ça. » C'est-à-dire, pourquoi la sagesse et l'enseignement offerts par une tradition sacrée comme l'islam comptent. C'est de cette sagesse dont il parle. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Je pourrais continuer encore et encore à propos de ces versets pathétiques du Coran. Et si je puis me permettre, pourquoi ceux qui tiennent à préserver leurs traditions sacrées dans différentes parties du monde ont toutes les raisons d'être plus confiants dans leur position. Le monde islamique est le dépositaire de l'un des plus grands trésors de sagesse accumulés et de connaissances spirituelles accessibles à l'humanité. C'est à la fois le noble héritage de l'islam et un cadeau inestimable pour le reste du monde. Et pourtant, cette sagesse est si souvent obscurcie aujourd'hui par la prédominance de la quête matérialiste occidentale. Le sentiment que, pour être vraiment moderne, il faut imiter l'Occident pour contrer cette tendance. J'ai fait ce que je pouvais avec mon école des arts traditionnels pour encourager et soutenir les savoir-faire artisanaux traditionnels et sacrés, notamment ceux de l'islam, car ils maintiennent en vie une perspective dont nous avons cruellement besoin, même si la mode à court terme les considère comme dépassés. Comme je l'ai dit, tel un chien rejeté, écoutez ces musulmans. Regardez ce qu'ils pensent de l'islam. Je vous ai lu le Coran, mais si vous voulez plus de précision ou d'explications à ce sujet, écoutez ces musulmans. C'est dans notre religion que nous devons les détester pour l'amour d'Allah. Nous aimons ce qu'Allah aime et à l'inverse, nous détestons ce qu'Allah déteste. Ne tournons pas autour du pot. Nous ne nous aimons pas. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Nous ne sommes pas amis. Est-ce que c'est clair? Nous sommes ennemis. Très simple. Pas d'intégration, pas de multiculturalisme, pas de diversité, pas de tolérance. J'ai ma propre religion. Tu as ta propre religion. Tu as ta démocratie. Nous avons notre propre charia. Tu as ta propre mixité. Nous avons notre propre nika. Votre tricherie sur le marché, vos cartes de crédit. Nous avons notre système économique, notre politique étrangère, notre propre religion. Que puis-je dire, les gars? Que puis-je dire? Nous sommes dirigés et gouvernés par des lâches et des traîtres. Ils se sont vendus. Et encore une fois, ce qui rend tout cela encore plus tragique, c'est le fait qu'il est le chef de l'Église d'Angleterre. L'Église d'Angleterre, que l'islam, pas des musulmans fanatiques, ou ce musulman-ci, ou ce musulman-là, l'islam en tant qu'institution, en tant qu'idée, en tant que concept, en tant qu'idéologie, déteste et veut le démanteler. N'est-ce pas de la trahison? Ce n'est pas seulement une trahison envers votre pays, mais c'est aussi une trahison envers votre foi. Comme je l'ai dit, il est le chef de l'Église d'Angleterre. Et c'est pourquoi le pape n'est pas bon non plus. Donc je ne souhaite rien à personne. D'accord, je dis juste que le public voit clair là-dedans. Le public peut voir ce qu'il fait et le public peut voir ce que font leurs dirigeants. Et il pousse le public vers un point de bascule. Je ne sais pas quand ce point de bascule arrivera, mais quand il arrivera, ils vont oublier qui est le roi Charles, qui est votre Premier ministre, qui est le gouvernement. Ils ne vont pas s'en soucier. Et ce n'est pas moi qui souhaite quelque chose. Je vous dis simplement que cela s'est produit dans l'histoire encore et encore. Chaque fois que l'élite dirigeante ignore complètement les masses, qu'elle cesse de les écouter, qu'elle s'attaque à leur mode de vie, leur culture, leur tradition, leur religion, à tout, qu'elle essaye de tout démanteler, parce qu'ils sont tous des Fabiens, pour une raison quelconque, ils veulent créer un monde unique et uniforme. Bonne chance tout d'abord, pour essayer de convaincre les musulmans de cela. Les musulmans ne vont pas abandonner leur islam, ni leur mode de vie islamique. Bonne chance. Je ne sais pas dans quel monde ces idiots vivent. Ils défendront leur mode de vie comme l'humanité l'a toujours fait. Ce ne sont que ces quelques idéologues dogmatiques. Ils pensent donc qu'ils peuvent dompter le monde. Encore une fois, ils ont domestiqué les Occidentaux.
Ils ont domestiqué l'homme blanc, parce que l'homme blanc était le plus civilisé de tous. C'est pourquoi il était plus facile de les contenir. Mais pour combien de temps encore? Tu sais, j'ai lu quelque part que quelqu'un disait « Pour vaincre les barbares, il faut devenir un barbare ». Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Eh bien, c'est ce qui s'est passé tout au long de l'histoire humaine. Je ne dis pas que c'est ce qui devrait arriver, mais c'est ce qui s'est passé tout au long de l'histoire humaine. Seule une personne ignorante de l'histoire nierait cela. Donc ces gens peuvent continuer à provoquer les autochtones. Ils peuvent continuer à manipuler les Occidentaux, que vous soyez en Australie, au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, en France ou en Allemagne. Toutes nos démocraties occidentales traversent cette transition involontaire. Personne n'a accepté cela, mais comme ils avaient des prêts immobiliers, ils avaient saut leurs factures, alors ils se sont tus. Ça ne va pas rester comme ça pour toujours. Ça n'arrivera tout simplement pas. Ça n'arrivera pas. Oubliez ça. Les gens, on pousse les gens dos au mur. Et quand les gens n'ont plus rien, alors ils sortent, et ils se battent pour ce en quoi ils croient ou ce qu'ils pensent leur appartenir vraiment, pour ce qu'ils estiment digne d'être défendus, qui méritent qu'on se batte pour cela. Bonne chance. Bonne chance. Gardez votre soumission, mais le public britannique ne va pas se soumettre à votre place.